Bonjour, bienvenue à Pour tout l'amour du monde. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir Alexis Chartrand. Quand je l'ai rencontré, il y a peut-être un mois ou deux, j'ai tout de suite été ébahie par la profondeur de cette personne, par son rayonnement. Il a 17 ans, il est étudiant à l'école Béatrice Desloges et il est en stage focus à TV Rogers. C'est un stage où les étudiants, les élèves passent tout un semestre avec l'équipe de production et apprennent toutes sortes de choses. Merci Alexis d'avoir accepté mon invitation. C'est mon plaisir, j'aime ça être à la télévision. T'aimes ça être à la télévision, oui, puis tu as une grande passion pour la télé. Tu as une passion... Ça vient d'où cette passion pour la télé? Mais la passion de la télévision est venue quand j'étais jeune et pendant toute ma vie, je me croyais que j'étais dans un film. Et pour avoir cette passion-là, c'est plus quand on est né avec cette passion. Tu es né avec cette passion. C'est spécial. Tu me dis que quand tu étais petit, même, tu te voyais comme dans un film. Je me voyais dans un film. Donc, quand tu te levais le matin, c'était un rôle que tu jouais? Tu pouvais changer le scénario si tu voulais? Comment? Je pourrais changer le scénario, éditer à ma tête et c'est quelque chose que... C'est fascinant. C'est fascinant. À quel moment de ta vie tu t'es rendu compte que tu voyais la vie de cette façon-là, comme un film que tu pouvais éditer, que tu pouvais changer? Est-ce que ça veut dire ça, que s'il y avait quelqu'un qui t'avait fait de la peine, tu pouvais reculer puis changer ça? Ben, des fois oui, mais souvent c'est que j'avais beaucoup de la misère à savoir qu'est-ce que je dis pendant la journée. Comme des fois je parlais sans penser et ces jours ici avec la méditation, j'ai vraiment contrôlé ça. Oui, je pense que tu as reçu un diagnostic ou une évaluation d'autisme. C'est ça? Oui. Asperger. Et à quel âge tu as eu cette évaluation? Ben, quand j'étais jeune, je m'en souviens plus vraiment à quel âge, mais Tu étais à la petite école? Tu étais déjà à l'école? je suis pas mal sûr que j'avais 11 ou 10 ans quand j'ai réalisé. Et je pensais que j'étais vraiment, vraiment différent des autres. Je me disais, oh my god, je suis différent. Comme, je sais pas, comme, je m'ai senti comme Tu savais pas que... vraiment très, très bien, mais je l'acceptais. Je parlais aussi à moi-même et parce que j'étais, ben, c'était juste... Tu te parlais à toi-même. Tu te parlais... Donc, tu te parlais à toi-même. Tu savais qu'il y avait quelque chose de différent. Tu regardais les autres puis tu disais, je suis pas comme les autres. Ouais. Puis est-ce que les autres te le confirmaient, ça, que tu n'étais pas comme eux? Comment ça se passait? Ben, soit que les gens veulent juste pas être avec moi, comme les élèves dans les écoles. Je m'ai fait intimider. Je m'ai fait dire comme des insultes, puis par les élèves d'une école que vraiment j'admire vraiment pas. C'était une école élémentaire? C'est une école élémentaire. Puis tu es allé à cette école-là et puis tu t'es fait, Je m'ai fait taquiner, intimider, je m'ai fait, taxer. battre. Tu t'es fait frapper, Il y avait battre beaucoup- physiquement. Il y avait vraiment beaucoup de... c'était violent, les cours de récré. Je dirais. Puis, donc, puis tes parents ont dû être inquiets pendant ce temps-là. Ouais, ils ont été inquiets, ils m'ont changé d'école. Merci. Oui, heureusement. Hein. Des fois, c'est ça qu'il faut changer. Il faut enlever l'enfant du milieu. Ça, c'est quand les parents sont prêts à agir. Tes parents ont agi là-dessus, toi, là. Mais toi, dans ton petit cœur de petit garçon de 10 ans, là, tu voyais ça. C'est comment, là, cette vie? Comment tu la voyais, la vie? Étais-tu sur la médication à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais dessus la médication. Ouais. OK. Puis tu réussissais pas à te faire des amis? Pas vraiment. Il y avait une personne dans l'école où est-ce que
j'ai pas admiré, qui me supportait, puis qui se battait avec moi, les personnes qui m'intimidaient. Puis ça, c'est une personne que j'admire. Est-ce qu'on peut dire son nom pour lui dire merci? Euh, Tu veux pas? je sais pas, genre. T'aimes mieux pas le dire. De toute façon, cette personne-là se connaît, on lui dit merci parce que c'est ça qu'il faut. Hein? Le regard que les autres ont sur nous forme. Tes parents t'ont regardé avec amour. Ils t'ont accepté. Mais c'est sûr qu'on va voir les médecins, on va voir les psychologues, voir les psychiatres, c'est une évaluation, on donne de la médication. Toi, la médication, un jour, t'as dit, ça suffit. Oui, le jour que j'avais dit que ça suffit, c'est quand j'ai fait un tournage où est-ce que j'allais faire du ski avec des membres de ma famille. Et je m'avais dit dans ce temps-là, OK, je vais juste arrêter mes médicaments, ça devient comme... So, j'ai juste arrêté de les prendre. J'ai dit à mon père, OK, yo, j'arrête de prendre mes médicaments. Comment tu te sentais? Dis-moi, comment tu te sentais quand tu prenais les médicaments? C'était comme une forme de Ritalin ou quelque chose du genre, là? Mon frère m'avait donné il m'avait dit comme... Yo, t'as l'air comme un zombie en ce moment. Puis, à une façon comme... Il m'a aidé comme... C'est... puis je suis comme... Je le sais, je me sens vraiment, vraiment pas bien, comme je suis pas capable de manger. J'ai plus d'anxiété. Et en plus, je faisais la peine à beaucoup de personnes. T'étais agressif avec tes paroles. Avec mes paroles, oui. Puis, sentais-tu que t'étais comme dans une espèce de prison? Oui. Ouais. Comme ça avait l'air tout beau à l'extérieur, parce que souvent, c'est ça qui arrive avec les enfants à qui on donne du Ritalin, hein, ou ces médicaments-là. Je dis pas que c'est toujours comme ça, là, mais tout a l'air beau, la personne a l'air... Mais l'anxiété à l'intérieur, elle continue d'exister, mais elle sort pas. Ouais. Elle sort pas. L'anxiété ne peut pas sortir. La personne est prisonnière dans son monde. C'était le Concerta que j'avais pris, un médicament qui Oui. est supposé d'aider à la concentration, parce Oui. que j'avais aussi le ADHD. Puis, Habituellement, ça va ensemble. Asperger, ADHD, très souvent, pas toujours, c'est les troubles de concentration. Donc, on t'avait donné un médicament. Un jour, tu n'as rien qu'arrêté comme ça. Est-ce que tes parents ont dit, ben voyons, Alexis, tu peux pas arrêter ça? Qu'est-ce qui va arriver si tu arrêtes ton médicament? un peu, mais Ouais, ils ont finalement accepté, parce que eux autres aussi ont trouvé que finalement c'est ridicule les médicaments. Puis, au lieu de prendre les médicaments, j'ai commencé à méditer. Ça vient d'où, cette idée de méditer? C'est juste, je sais pas, j'ai regardé ça en quelque part dessus YouTube, qu'on pourrait faire comme des choses avec la méditation que je ne savais même pas. Puis j'étais vraiment passionné à la méditation. Et là, ça, c'est quand j'ai commencé à boire du thé, à méditer. Puis la concentration, ça aide beaucoup à la concentration, puis l'anxiété. Est-ce que tu aurais pu t'imaginer, là, tu as 17 ans, il y a 7 ans, mettons, que tu aurais été ici, assis avec moi, en train de faire entrevue. Là, on parle de l'autisme, mais on n'a pas parlé de ton talent, de ton grand talent de scénariste, de réalisateur, tout dans le domaine de la cinématographie, de la télé. C'était un artiste. Hein? Mais est-ce que tu aurais pu t'imaginer que tu aurais été assis ici avec moi en train de parler de ça? Je m'ai imaginé comme être dans une entrevue, mais je ne savais pas que j'étais pour rencontrer la nièce de Gisèle Lalonde. Ben oui, c'est pas n'importe qui, la nièce de Gisèle Lalonde. La nièce de Gisèle Lalonde, puis j'ai toujours été aussi sa grande amie. C'est pour moi, ma tante Gisèle, c'est une grande, grande inspiration dans ma vie. Et donc, je suis contente que tu connaisses Gisèle parce que je suis contente qu'elle t'inspire. Mais tu sais, Alexis, d'avoir décidé, d'avoir trouvé que la méditation, parce que la méditation fait des merveilles hein, dans le cerveau.
on commence à découvrir le cerveau et on commence à découvrir les bienfaits de la méditation. Comment tu médites? Qu'est-ce que tu fais? Explique-moi comment ça se passe quand tu... Est-ce que tu prends... La position physique est-elle importante? Ben, soit que je m'assois quelque part de confortable ou que je me couche dessus euh, le dos OK, et j'arrête de bouger. OK, Mais avant, je bouge mes doigts vraiment lentement. Puis là, quand j'arrête de bouger et j'essaie de penser à rien. Puis tu t'en vas à l'intérieur? je m'en vais à l'intérieur. Tu t'en vas à l'intérieur. Je pense à rien. Euh, je sens la respiration et c'est ça. C'est puissant, hein? C'est très puissant. Parce que la respiration, on sait qu'on respire, on entre de l'air, on expire l'air, mais en même temps, ça représente l'énergie qui entre et qui sort. C'est pas rien que l'air qui entre et qui sort, c'est l'énergie de la vie qui entre et qui sort. Donc, tu médites à tous les jours? Euh, non, mais je devrais commencer à méditer à tous les jours. Mais c'est ça qui t'a sauvé. Donc là, tu n'as pas de médication. Par contre, tu as des passions. J'ai des grandes passions. Donc, les défis, on va aller à la pause dans quelques instants, mais tu me disais que, avant l'émission, que un défi, puis on en a parlé des défis que tu as relevés, et puis on n'a pas tout dit, mais il peut aussi avoir son autre côté. Parce que, puis je sais que tu es un artiste, comme je disais tantôt, un artiste incroyable. Tu as une famille qui te regarde avec amour. On va aller à la pause. Je reviens dans quelques instants. Je suis en compagnie d'Alexis Chartrand. Il est étudiant à l'école Béatrice Desloges. Il a 17 ans. Il est aussi stagiaire ou bénévole dans le programme Co-op, programme Focus Co-op à TV Rogers, qui est un merveilleux programme. On revient dans quelques instants. Restez avec nous. Nous sommes de retour pour tout l'amour du monde. Je suis en compagnie d'Alexis Chartrand, mais avant de poursuivre mon entretien avec Alexis, j'aimerais peut-être vous dire où on est présentement. L'équipe de Rogers a bien gentiment accepté de venir enregistrer les émissions ici, à la Maison Marie-Louise, qui est mon nouveau lieu de travail. Je suis directrice générale de la Maison Marie-Louise, qui est une maison de quartier pour aider au vivre ensemble des familles de Vanier et des environs. Et c'est ça, on accueille tous les gens qui veulent briser leur isolement, qui veulent rencontrer des amis, qui ont besoin des choses. Vous avez pas beaucoup de sous, vous avez besoin des marmites, vous avez besoin de la vaisselle, des vêtements, on a plein de choses à donner. Mais on a surtout beaucoup d'activités, des activités que vous organisez, les familles. Donc, je suis content que TV Rogers nous fasse la visite pour enregistrer quelques émissions ici aujourd'hui. Et je continue avec Alexis. Alexis, que j'ai rencontré au studio de TV Rogers, qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Tu es autiste, c'est une étiquette autiste, hein? Je veux dire, c'est quoi? Est-ce qu'on est autiste? Comment tu vois ça? Ben, la façon que je vois l'autisme, c'est plus la personne genre qui pense différemment que les autres. Et c'est plus comment que la personne est. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie, non. C'est une façon d'être. C'est une façon d'être. Et puis, il y a tellement de différentes façons d'être. Oui. Et tu me disais que des défis, ça peut devenir des opportunités, ça peut devenir l'inverse, ça peut devenir des talents. On découvre, oui, en relevant des défis, des grands talents qu'on ne savait pas qu'on avait. Comme quand j'étais jeune, je pensais pas que j'étais pour apprendre l'anglais par cœur. Mais ces jours-ci, j'écris des histoires en anglais et j'ai eu des très, très bonnes notes dessus. Oui. Pourquoi tu pensais pas? Tu avais de la difficulté avec les langues? Avec la langue? Ou? Oui, j'avais beaucoup de difficultés avec la langue anglais.
Et mon frère m'a donné des trucs, ma famille m'a donné comme des trucs, les enseignants que j'étais Oui. avec m'ont donné des trucs. C'était important pour toi de pouvoir créer en anglais et en français, dans les deux langues. Oui. Es-tu un gars créatif? Oui, oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes créer? J'aime créer des histoires, comme avoir une histoire où est-ce que, au lieu qu'il y ait un début, un milieu puis une fin, ils ont un climax au début, le milieu, puis là on retourne au début. C'est genre une autre histoire. C'est ça, c'est le temps vu différemment. C'est comme les mêmes caractères, mais comme une genre de différentes histoires. Puis là, ça va encore au milieu, là, ça va dans le climax, puis là, c'est ça. Ces histoires-là se passent dans ta tête, puis tu les écris, tu les filmes, Qu'est-ce que tu fais avec ces histoires-là qui sont dans ta tête? Mais je les garde pour le futur. Mais les écris-tu en quelque part? J'ai, ouais, j'ai écrit, à un moment donné, j'ai écrit une histoire où est-ce que, à l'école, dans un cours d'anglais, c'était à propos d'un jeune homme qui a le pouvoir de rentrer dans les rêves des autres personnes. Puis il y a cette fille qui a la dépression et qu'elle a l'insomnie parce qu'elle a fait des cauchemars. Puis sans réaliser, le garçon qui ne connaît pas son pouvoir parce que c'est sa première fois qu'il l'utilise sans le réaliser, rentre dans le rêve de la fille et aide à combattre ses cauchemars. C'est fou, ça, d'avoir été capable de réaliser ça, de penser à ça. T'es fier de cette histoire-là? Je suis fier, mais qu'est-ce que j'ai réalisé après que je l'ai faite, comme une année d'après? Il y a un film qui s'appelle Dreamscape des années 84. Et c'est genre ce style-là. Oui. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que mon histoire en anglais s'appelle Dreamscape. Non, t'es pas sérieux. Puis je le savais pas. As-tu l'impression des fois que c'est ça comme artiste, comme créateur, que tu vas, on dit en anglais tap into, tu vas entrer dans l'énergie de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, puis tu vas aller chercher des idées, des images, des couleurs, des musiques ailleurs, puis tu sais pas d'où ça vient. Mais ça Ouais. vient peut-être comme... Ça vient d'où toutes ces choses-là, cette créativité-là qu'on a? Où est-ce qu'on va puiser ces idées-là? Tu as déjà pensé? Ben, ça me vient en tête juste genre Comme ça. de même. Puis, je sais pas, des fois, je fais des rêves lucides qui me permet à avoir plus d'imagination, comme des rêves où est-ce que tu peux faire n'importe quoi tu Donc, veux. un rêve lucide, c'est quoi? C'est un rêve, explique. Un rêve lucide, en anglais, lucid dreaming, c'est Un rêve d'être conscient que être tu es conscient dans que un tu rêve C'est ça. et tu peux faire ta propre histoire ou tu peux même être dans l'histoire. Tu es comme un acteur dans une histoire où c'était... Un petit peu comme quand tu étais petit puis tu te pensais dans un film tout le temps. Ouais, C'est ça, un rêve lucide, c'est qu'on sait qu'on rêve, mais des fois, on peut être pris en quelque part dans un rêve lucide aussi. Mais on sait qu'on est pris, on essaie d'en sortir, mais on n'est pas capable. Il y a toutes sortes de façons de faire des rêves lucides. Et c'est important d'essayer de les canaliser pour que ce soit positif. Ta créativité, ça se passe autant dans tes rêves que dans ta vie consciente. je dirais les deux. Les deux. Oui. Tu as beaucoup d'admiration pour James Ralph. James Ralph, c'est un YouTuber. Puis il fait une chaîne appelée The Angry Video Game Nerd. Puis
quand j'ai regardé pour la première fois, parce que je voulais étudier les vieux jeux vidéo, j'ai jamais vu quelqu'un qui sacrait tellement dans une vidéo de YouTube. J'ai jamais vu ça. Puis j'étais comme, oh my God, les personnes aiment ça. Mais je m'ai mis dans l'émission, puis j'ai vu son documentaire, son petit documentaire qu'il a fait lui-même, de comment il était passionné envers les films, puis tout ça, puis j'étais comme... Except cette fois, il ne sacrait pas beaucoup, parce que c'était juste un caractère qui jouait dans Angry Video Game. Oui, je comprends. Il était vraiment passionné envers les films. Puis là, j'ai regardé ces films, puis j'étais comme, my God, comme... Toi aussi, tu es passionné à l'égard des films. C'est un monde, arrête de dire, créer un film, c'est un art, c'est presque un art complet, parce que tu crées un monde, tu crées des personnages. Est-ce que c'est un petit peu jouer à être Dieu? C'est plus un livre, c'est l'écrit, ça se passe dans la tête de la personne qui lit. Une pièce de musique, tu l'entends, puis tu vois la personne qui chante, mais ça se passe, le visuel se passe dans ton esprit. Mais le film, c'est complet, la musique, les paroles, les personnages, le monde, les décors, l'environnement, tout y est. Je dirais c'est juste, genre, c'est quelque chose que les films, quand j'étais petit, c'est genre quelque chose que je... Ça t'attire. Ouais. Le meilleur film pour toi qui a jamais été fait, c'est quoi? Oh boy. Je devrais dire 3 films, parce que là, les 3 films se bataillent ensemble. Dans ta tête, ils se battent ensemble. Alors, c'est quoi? Forrest Gump. Tu as aimé Forrest Gump? C'est à propos d'une histoire d'un homme qui n'a pas vraiment un bon... il est pas vraiment bon, comme il pense comme vraiment comme slow, puis il est pas bon avec le IQ, mais il s'en va à les aventures qu'il s'en va, puis il devient un billionnaire, un millionnaire, je veux dire. Puis il se marie, il devient un père. Et disons qu'il n'y avait rien à le regarder qui correspondait à ce que la société dit quelqu'un de normal. Hein, il était complètement à côté. Donc, Forrest Gump, les autres films, c'est quoi? Il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a ce film-là, ça parle un peu à propos de la dépression, puis c'est genre un film à propos de la vraie vie de genre 3 personnes en même temps. Quel film c'est? Pink Floyd's The Wall. Ah ben oui. Qui était basé sur la vie de Syd Barrett, Roger Waters et Gerald Scarfe. Tellement beau. C'est un film qui est genre abstrait, mais ça montre aussi comment que la vie n'est pas vraiment comme si... C'est comme... Il y a le contrôle. Il y a toutes sortes de, toutes sortes de forces à l'œuvre. La plupart des gens, on s'enligne dans une voie, puis ils regardent rien que la société, mais il y a bien d'autres affaires qui se passent. Puis des fois, on n'est rien que des pions. On respire beaucoup de temps. Tu m'as dit aussi Space Odyssey 2001 de Kubrick. Oui, ça c'est mon 3e film préféré. Oui. Moi, c'est mon film préféré de tous les temps aussi. Est-ce que tu connais Boris Vian? Non. Il faudrait que tu connaisses, il faudrait que tu vois L'écume des jours. C'est tellement... C'est spécial, là. C'est un grand réalisateur, un grand écrivain, un artiste français. Là, la vie pour toi, là, qu'est-ce que c'est, la vie? Comment tu vois la vie avec optimisme? La vie... je trouve que maintenant, la vie pour moi, c'est comme magnifique. Ça a été donné... comme Dieu nous a donné tout ça pour une raison. Ils ont tous donné des qualités. Et des fois, quand je m'en vais dehors puis je regarde les étoiles, je suis comme, wow, ça nous fait penser qu'on est une personne qui vit. Puis ça nous fait penser qu'on est petit, mais pour une bonne raison. On est petit, on est grand en même temps. On a un rôle à jouer dans cette création-là. Ouais. Puis si toi, tu as trouvé ton rôle et puis tu as une famille qui t'aime, tu m'as dit en entrevue que tu es le meilleur des grands frères. Il reste 30 secondes. Tu veux leur dire quelque chose à ta famille? Merci
Merci beaucoup pour me faire poursuivre mes rêves, puis c'est cool, man. C'est cool, man, de t'avoir avec moi ce matin. C'est de te présenter au monde entier, de te présenter à l'univers parce que tu es tellement inspirant. Puis la vie, c'est ça, on a chacun des talents. Puis la vie, c'est de faire ce qui nous fait rayonner. Puis tu rayonnes. Merci, Alexis. Ouais, merci beaucoup, Ginette. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis je vous souhaite tout l'amour du monde. Soyez avec nous la semaine prochaine.